Lors de la saison 1966, l'équipe nationale italienne a captivé les fans du monde entier d'une manière unique, écrivant une histoire mémorable lors de la Coupe du monde en Angleterre. Composée d'une génération de joueurs parmi les plus talentueux de l'histoire italienne, elle a imposé un style défensif solide, le catenaccio, associé à des attaquants d'une grande finesse technique. Cependant, contrairement aux attentes d'un titre de champion, leur parcours s'est achevé sur un miracle, orchestré par leur adversaire. L'incroyable défaite face à la Corée du Nord est restée une cicatrice, mais aussi le point de départ d'une légende. À leur retour au pays, ils ont été accueillis sous une pluie de tomates à l'aéroport, mais le temps a prouvé que cette génération dorée avait posé les bases du titre européen de 1968 et de la grande finale de la Coupe du monde de 1970. Mais derrière ces moments de gloire et d'humiliation sur le terrain se cachaient des joueurs au destin bien particulier. 60 ans ont passé, et le temps a laissé des traces différentes sur leur vie. Certains ont continué à gravir les échelons, que ce soit comme entraîneur ou en politique. D'autres ont choisi une vie plus discrète après leur retraite, et d'autres encore ont connu une fin tragique. Revenons sur le parcours tumultueux de ces joueurs qui incarnaient l'âme du maillot des Azzurri à cette époque. À 22 ans, Gianni Rivera était déjà un prodige, un artiste virtuose sur le terrain doté d'une vision de jeu hors du commun. Il ne courait pas avec ses pieds, mais avec l'esprit d'un architecte, capable de déceler les failles dans les lignes défensives que le commun des mortels ne pouvait percevoir. Ses performances à cette époque, bien que contraintes par des calculs tactiques rigoureux, exhalaient encore la grâce d'un génie qui avait osé sortir des sentiers battus. Après la désillusion de 1966, sa carrière à l'AC Milan connut un essor fulgurant, couronné par le Ballon d'Or 1969 et le Championnat d'Europe 1968. En dehors des terrains, Rivera était un homme intellectuel, perspicace et profondément individualiste. Il ne se contentait pas de la gloire footballistique, mais s'intéressait également à des domaines exigeant une réflexion managériale de haut niveau. Il consacra beaucoup de temps à l'étude de la philosophie et du management social. À 23 ans, Sandro Mazzola incarnait un héritage exceptionnel et une détermination sans faille. Portant le nom prestigieux de son père, Valentino, une légende disparue dans le crash aérien de Superga. Sandro jouait au football comme pour perpétuer l'œuvre inachevée de son père. Grâce à sa technique hors pair et à son redoutable sens du but, il fut le fer de lance des attaques italiennes lors de la Coupe du monde 1966. Après le tournoi, il devint une icône de l'Inter Milan durant l'âge d'or du Grand Inter, remportant d'innombrables titres prestigieux. En dehors des terrains, Sandro était un homme profond et réservé, toujours marqué par la douleur de la perte de son père, mais puisant dans cette épreuve la force de surmonter les épreuves. Il consacra une grande partie de son temps à l'étude de l'économie et du management, devenant par la suite un directeur sportif accompli et un commentateur sportif respecté. Il mena toujours une vie saine, privilégiant sa famille et les valeurs humaines. À 26 ans, Sandro Salvador était un défenseur central au style de jeu élégant et intelligent. Il ne s'appuyait pas sur la force brute, mais utilisait son intelligence pour anticiper la trajectoire du ballon, offrant une sérénité absolue à la défense italienne lors de la Coupe du monde 1966. Il fut le grand capitaine de la Juventus, portant dans lui le sang glorieux de l'AC Milan et de la Juve. En dehors des terrains, Salvador était un homme intègre, parfois impulsif, mais très chevaleresque, prêt à se battre pour ses coéquipiers. Après sa retraite du football, il choisit une voie radicalement différente. Quitter les projecteurs pour se reconnecter à la nature et gérer une grande ferme dans le Piémont. Il trouvait le bonheur dans la culture de ses champs et l'élevage de bétail, y voyant une libération face à l'immense pression du football de haut niveau. L'image du héros protégeant les cages semble s'être profondément ancrée dans sa vie ces dernières années, comme un refuge pour préserver la tranquillité de son âme face au tumulte du monde moderne. À 23 ans, Gigi Meroni était le phénomène le plus extraordinaire du football italien de l'époque, surnommé le George Best italien. Avec ses longs cheveux, son style vestimentaire flamboyant et ses dribbles magiques. Il était l'étoile la plus brillante de l'attaque des Azzurri en 1966. Il ne jouait pas au football simplement pour gagner, il jouait pour le plaisir de l'art. Meroni menait une vie à la fois rebelle et poétique. Il peignait, écoutait du jazz, promenait ses poules et aimait passionnément une femme mariée malgré les préjugés sociaux. C'était un rêveur qui s'est égaré dans une ère de calcul pragmatique. En dehors des terrains, il était sensible, compatissant et aspirait sans cesse à la liberté.
L'image d'un artiste flamboyant sur le terrain semblait être devenue sa destinée, une existence haute en couleurs et imprévisible. Il vivait comme si chaque jour était le dernier match de sa vie, sans calcul ni peur. Pourtant, ce parcours brillant et flamboyant s'est achevé tragiquement. À 22 ans, Roberto Rosado, surnommé le visage angélique pour son physique avantageux et juvénile, se révélait sur le terrain un défenseur incroyablement féroce et impitoyable. Lors de la Coupe du Monde 1966, il brilla comme une jeune star de la défense, n'hésitant pas à affronter les attaquants les plus redoutables. Après le tournoi, il devint un pilier de l'AC Milan durant l'âge d'or du club. En dehors des terrains, Rosato était un homme raffiné, menant une vie vertueuse et consacrant une grande partie de son temps aux affaires et au développement du football chez les jeunes après sa retraite. Il conserve toujours une attitude calme et digne, attachée à sa vie privée et aux valeurs familiales. Le contraste entre son apparence angélique et sa détermination sans faille sur le terrain lui conférait un charme unique. Il vécut une vie riche et épanouie, respecté comme un véritable gentleman dans le monde du football. Cependant, ce parcours exceptionnel prit fin brutalement après une longue lutte contre la maladie. À 29 ans, Paolo Barizon était un véritable buteur, doté d'un sens aigu de l'efficacité dans la surface de réparation. C'est lui qui inscrivit le précieux but de la victoire contre le Chili en 1966, laissant derrière lui l'image d'un attaquant passionné à l'esprit combatif. La carrière de Barizon l'emmena dans de nombreux grands clubs, où il fut toujours aimé pour son dévouement sans faille. En dehors des terrains, Paolo était un homme simple, épanoui dans sa liberté et qui se donnait corps et âme à sa passion pour le football. Après sa retraite, loin de se contenter de loisirs, il se lança dans une carrière d'entraîneur, animé par le désir de transmettre son expérience aux jeunes générations. Il menait une vie pleine d'énergie, toujours au centre de l'attention lors des réunions d'anciens joueurs grâce à sa générosité. L'image d'un héros apparaissant toujours au bon moment sur le terrain semblait refléter son désir inlassable de contribuer en dehors. On se souviendra toujours de lui comme d'un homme d'action, un homme de peu de mots mais de beaucoup de gestes. Pourtant, ce parcours prometteur et riche en événements prit fin tragiquement et brutalement. À 23 ans, Jacinto Facchetti imposait sa présence à la fois solide et élégante sur le flanc gauche. Il a redéfini le rôle d'arrière latéral. Non seulement un défenseur, mais aussi une force offensive redoutable grâce à ses montées et son sens du but. Avec sa taille idéale et son calme imperturbable, il était surnommé le « gentleman du terrain » pour son style de jeu exceptionnellement noble, marqué par des fautes rarement grossières. Sa carrière fut une véritable ode à l'Inter Milan, où il devint un symbole de fidélité absolue. En dehors des terrains, Facchetti incarnait l'intégrité et la moralité. Il mena une vie exemplaire, étant un mari et un père dévoué, et toujours engagé dans des actions sociales. Après sa retraite de joueur, il continua à œuvrer pour le football en tant que dirigeant, puis président de l'Inter Milan, défendant sans relâche un football propre et humain. L'image d'un défenseur inébranlable sur le terrain semblait se refléter dans sa vie, puisqu'il consacra toute son existence à la protection des valeurs spirituelles du club et de sa famille. Il a été un trait d'union entre les générations, conservant toujours son humilité, même au sommet de la gloire. Pourtant, ce parcours exceptionnel s'est brutalement interrompu. Le 4 septembre 2006, à 26 ans, Enrico Albertosi était un gardien de but fiable, doté d'un style de jeu flamboyant et d'une solidité à toute épreuve. Il possédait des réflexes de léopard et un tempérament de feu, n'hésitant pas à haranguer la défense pour maintenir la discipline. Albertosi contrastait fortement avec le calme habituel des gardiens de but de l'époque. Après la défaite de 1966, il connut une ascension fulgurante, contribuant à la victoire historique de Cagliari au Scudetto et jouant un rôle clé dans le parcours de l'Italie jusqu'en finale de la Coupe du Monde 1970. En dehors des terrains, Enrico était un amoureux de la vie, appréciant le plaisir, l'adrénaline et le frisson de la vitesse. Il mena une vie intense, jouant au plus haut niveau jusqu'à l'âge de 41 ans, preuve de sa force physique hors du commun. Après sa retraite, il connut des hauts et des bas, notamment des scandales liés au pari. Mais il sut se relever avec une grande résilience. À 27 ans, Tarcisio Burgnic était surnommé le Rock en défense. Défenseur redouté de tous les attaquants par son marquage tenace et sa force physique incroyable, il fut chargé de marquer Pelé lors de la finale de la Coupe du Monde 1970. Et les éloges du roi du football restèrent à jamais gravés dans sa mémoire. Lors de la Coupe du Monde
1966. Il fut le pilier de la défense italienne. Après le tournoi, Bergnish enchaîna les succès avec l'Inter Milan et remporta l'Euro 1968. En dehors des terrains, Bergnish était un homme humble, discret et affectueux. Il mena une vie intègre, se consacrant entièrement à sa famille et à sa carrière d'entraîneur. Il ne rechercha jamais la gloire, considérant le football comme un métier exigeant dévouement plutôt que prestige. L'image d'un rock sur le terrain semblait s'être ancrée dans sa vie, faisant de lui un soutien indéfectible pour sa femme et ses enfants face aux épreuves. Il vécut une vie paisible, loin du tumulte médiatique, trouvant la joie dans les choses les plus simples. À 23 ans, Giovanni Lodetti était un infatigable joueur, le moteur du milieu de terrain italien en 1966. Grâce à son jeu engagé, il n'hésitait pas à redescendre en défense pour se projeter instantanément vers l'avant et participer à l'attaque, devenant un pilier permettant à des artistes comme Rivera de briller. Après le tournoi, il est entré dans la légende du Milan AC, fort d'un palmarès impressionnant. En dehors des terrains, Lodetti était une personne incroyablement joyeuse, optimiste et sincère. Ses coéquipiers le surnommaient Basletta, en raison de son menton, caractéristique et de sa personnalité qui se met toujours la bonne humeur dans les vestiaires. Après sa retraite, il est devenu un commentateur sportif très apprécié, reconnu pour ses analyses pertinentes et pleines d'esprit, ainsi que pour son dévouement sans faille à son métier. Il menait une vie simple, considérant sa famille comme son plus grand trésor et s'impliquant activement dans la vie associative milanaise. À 25 ans, Giacomo Bulgarelli était l'âme du milieu de terrain de l'équipe nationale italienne, un meneur de jeu élégant doté d'une maîtrise exceptionnelle du jeu. Joueur discret, il était pourtant au cœur de toutes les actions offensives des Azzurri. Sa blessure lors du match de 1966 contre la Corée du Nord est considérée comme la principale cause de l'effondrement de l'équipe, témoignant de son influence irremplaçable. Sa carrière est un hymne à la fidélité à Bologne, où il est devenu une légende. En dehors des terrains, Giacomo était un homme calme, humble et intelligent. Après sa retraite, il a choisi de ne pas embrasser la carrière d'entraîneur, synonyme de pression, mais est devenu un commentateur sportif talentueux, offrant des analyses à la fois pertinentes et bienveillantes. Il a mené une vie exemplaire auprès de sa famille, privilégiant l'amitié et la sincérité aux paillettes et aux artifices de la célébrité. L'image d'un leader discret et humble sur le terrain reflétait parfaitement. À 26 ans, Gianfranco Leoncini était comparé à un Gallup au milieu de terrain de la Juventus et de l'équipe nationale italienne. Grâce à son excellente couverture du terrain et à son endurance hors du commun, il était un maillon essentiel entre la défense et l'attaque de l'équipe de 1966. Il s'est imposé par son dévouement et son jeu discipliné, un joueur sur lequel tout entraîneur pouvait compter. Après le tournoi, il est resté un pilier irremplaçable de la Juventus, contribuant à la conquête de précieux Scudettos. En dehors des terrains, Leoncini était un homme de famille, menant une vie modeste et discrète, loin des paillettes et du glamour des médias. Après sa retraite, il a choisi une vie paisible à la campagne, se consacrant à ses loisirs et vivant en harmonie avec la communauté. Il a toujours conservé un esprit serein, considérant le football comme un beau souvenir, mais chérissant le présent. L'image d'un guerrier indomptable sur le terrain semblait être devenue indissociable de sa vie. À 23 ans, Antonio Giuliano était l'icône incontestée du Napoli avant l'ère Maradona, un milieu de terrain élégant doté d'un talent exceptionnel pour la création du jeu. Bien qu'il n'ait pas disputé une seule minute lors de la Coupe du Monde 1966, sa présence et son esprit ont toujours été un soutien indéfectible pour ses coéquipiers dans le vestiaire. Après le tournoi, il devint capitaine, menant le Napoli à des années de gloire et remportant le championnat d'Europe 1968 avec l'équipe nationale. En dehors des terrains, Giuliano était un homme d'une grande intelligence et d'un dévouement sans faille. Après sa retraite sportive, il devint un brillant directeur sportif pour le Napoli et joua un rôle majeur dans l'arrivée de Diego Maradona à Naples, changeant à jamais l'histoire du club. Il mena une vie intense, luttant sans cesse pour le développement du football dans le sud de l'Italie, une région qui continue de faire face à de nombreux défis. L'image d'un architecte sur le terrain se refléta dans sa vie,